Donc, merci à vous d'être là. Et merci aussi à Musique et Recherche et à Annette. Alors, je commence par les remerciements, mais ça me paraît important parce que aujourd'hui, il y a deux problèmes qui se posent. Il y a le problème du colloque lui-même, stéréo versus multiphonie, les questions que ça pose, d'utiliser tel ou tel format, telle ou telle manière de faire. On a entendu une multitude de manières de faire depuis ce matin. Enfin, une multitude. Disons la diversité des manières possibles d'envisager le problème de la spatialité ou la spatialisation, qui ne sont pas les mêmes termes et les mêmes usages. Et en même temps, la difficulté de rendre public, ou tout au moins de rendre disponible auprès du public, ce type d'interrogation qui ne peut se faire que par le biais d'organismes tels que Musique et Recherche. Euh, Au départ, il y a un an et demi, quand j'ai proposé ça à Annette, j'ai proposé aussi à Paris, enfin à Daniel Teruggi au GRM, de faire le même type de travail de structuration de la pensée autour de la spatialisation de l'espace dans nos musiques. Et ça se fait ici. Alors, est-ce que c'est parce qu'ici, il y a plus de facilité? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une disponibilité de la part de Musique et Recherche et d'Annette en particulier. Et il y a une possibilité de continuer à travailler le travail de recherche, ce qui n'est pas forcément le cas partout et tout le temps. Et donc, je tenais à remercier à la fois la personne et la structure, et puis évidemment l'équipe qui accompagne, hein. Alors, quand j'ai intitulé mon papier, enfin, papier c'est un bien grand mot, enfin ma réflexion, parce que c'est plus une réflexion, fixer n'est pas jouer, c'était effectivement avec l'idée de poser la question, et je l'ai posé en sous-titre, est-ce que ce que fixer devrait pouvoir dire, ou même pourrait vouloir dire. Donc l'idée de fixer, si on est dans la musique enfin, dans le art de la fixation, ça pose un problème. Et chaque fois qu'on se retrouve on va dire, dans ce type de configuration, un certain nombre de gens qui prennent la parole autour d'un problème particulier, on se retrouve entre professionnels, ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu pour certains, plus rapidement pour d'autres, de manière plus ou moins rapprochée. Et au fond, l'idée petit à petit germé autour donc d'une discussion, et où toujours la discussion se porte entre donc, les partisans de l'interprétation, celle qui est rendue nécessaire, en tout cas pour tout ce qui est réalisation des pièces stéréophoniques du début de la pratique depuis les années 40, enfin les années 50 jusqu'à un certain nombre d'années. Euh, et puis l'idée d'intégrer cette notion de spatialisation, encore une fois quels que soient les formats, à la composition. Et alors je me souviens d'une discussion qu'on a eue comme ça en fin 2013. On était à Amiens, il y avait un regroupement de... Enfin, en fait, c'était les Journées nationales de l'électroacoustique qui étaient organisées là-bas. Et à la fin d'un concert, Jean-Marc Duchesne, qui prendra la parole tout à l'heure, et moi, on avait deux pièces chacun dans un concert en multiphonie, avec un dispositif généreux en termes de canaux de diffusion. Et la question s'était posée de savoir si ce qui avait été entendu là, qui était donc en un certain nombre de canaux, je crois que le minimum c'était 22, et puis on devait monter à 32 canaux, la question était de savoir si on pouvait proposer une réduction de ces œuvres-là, proposer une réduction donc en stéréo, pour pouvoir la donner ensuite à quelqu'un qui, depuis un dispositif, on va dire traditionnel, comme vous en avez parlé tout à l'heure de la notion traditionnelle et moderne, dispositif traditionnel qui est celui de l'acousmonium, pensé en 74 par François Bell, et puis repensé un petit peu depuis, d'arriver à reproduire ce que l'écriture multiphonique avait produit pendant le concert, arriver à le reproduire depuis une réduction stéréo. Et cette question, elle nous anime malgré tout. Quand je dis elle nous, c'est tous celles et tous ceux qui se posent ces questions pendant un certain nombre de débats comme celui d'aujourd'hui, ou simplement à l'occasion de forums, ou l'occasion d'échanges, l'occasion de passage d'œuvres. Et c'est toujours une question qui reste en suspens d'une certaine manière et qu'on n'arrive pas véritablement à poser. Parce qu'il y a un certain nombre d'ambiguïtés
et d'incompréhension qui font qu'à la sortie, on pourrait presque dire il y a une opposition de principe fondamentale entre les partisans de, appelons ça la spatialisation a posteriori de l'acte de composition, et puis ceux qui penseraient que la spatialisation, on peut le ramener à l'idée de masse, comme l'autre masse, la masse harmonique par exemple. Bon. Et la masse, à ce moment-là, spatiale, serait utilisée au même titre que les autres pendant le temps de la composition. Alors, on règle toujours ces questions, au fond, en disant que la question fondamentale, c'est malgré tout de rendre possible la musique à travers les différentes manières de pouvoir la travailler. Ce qui est au fond vrai. Et c'est comme ça que malgré tout, on a travaillé. Mais on a travaillé dans le sens où aussi, au départ, ce que j'appelle donc le paradigme de l'objet sonore, qui a été institué par Schaeffer en 1948, ça fait presque 70 ans, c'était une pensée forte qui venait en totale contradiction avec le paradigme de la note. Et il a pensé ça, il l'a mis sur le terrain, et on sait très bien que c'est d'une certaine manière pas lui qui l'a plus poussé, mais c'est tous les gens qui ont travaillé avec lui, notamment Pierre-Henry, quand il travaillait en duo, qui a poussé ça de manière à se poser vraiment la question de qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller avec ça. Donc, si on prend par rapport à l'idée de la projection en concert, l'étape d'après, on l'a vu on l'a vu ce matin, je crois, la date, c'est 74 avec la pensée de François Bell et de l'orchestre de haut-parleurs. Et cette pensée, elle a essayé de structurer à la fois le travail de production du studio et le travail de sa projection sur les haut-parleurs à travers l'idée de l'acousmonium. Mais depuis, d'une certaine manière, il ne me semble pas qu'il y ait eu vraiment un travail de fond lancé permettant de stabiliser les choses. Et on l'a entendu en permanence, c'est-à-dire que tout le monde utilise l'espace et tout le monde l'utilise d'une manière différente. Il n'y a pas véritablement de traces qui soient liées à une pratique, sauf celle, et c'est là pas un moindre des paradoxes, sauf celle d'adopter les formats qui sont développés et qui se sont développés et qui ont été développés par le cinéma. On vient de parler entre l'octophonie et le 5.1 avec un propos lié aux différences qui étaient entendues comme des différences importantes. Mais tous ces formats-là, 5.1, 7.1 et puis une succession d'autres, c'est quand même quelque chose qui nous échappe, dans le sens où ce n'est pas une pensée qui vient de notre pratique du son pour le concert, ou disons du son éventuellement exploité dans d'autres cas de figure comme la musique appliquée, que ce soit pour le cinéma, mais que ce soit pour la scène, théâtre ou danse. Et tout ça, ça nous échappe aussi, et la pensée nous échappe aussi. C'est-à-dire que si on utilise du 5, du 7.1, ou du 17.1, ou du 22.2, c'est la NHK un ingénieur de la NHK qui l'a proposé, ou plus, on ne sait plus véritablement sur quel pied danser, dans le sens où il n'y a rien qui se stabilise. Ou tout au moins, la stabilisation de la pensée est extérieure au travail de réflexion que nous, compositeurs et utilisateurs du son pur, j'entends bien du son, sans image, oubliez ça, sommes censés faire, parce que c'est quand même ce qu'on nous demanderait au fond, c'est de poser les questions du son. Donc cette espèce de relation entre le monde de la stéréospatialisée et le monde de la multiphonie, intégrant la spatialisation dans l'acte de composition, c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors, oui, ça va. Donc je reviens un peu au titre, à l'idée que ce que Fixé devrait pouvoir dire. Et alors c'est vrai qu'à première vue, le titre, il est provocateur en fait. Je l'ai vraiment mis dans ce sens-là. Enfin, j'y ai pensé, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui avaient joué aux dames, mais
il y avait un terme qui n'existe plus d'ailleurs dans les règles aujourd'hui, qui était souffler n'est pas jouer. Et le fait, c'était que quand l'adversaire oubliait de prendre un pion, le pion qui aurait dû servir à prendre, on le lui soufflait, c'est-à-dire qu'on le supprimait du jeu, il était sorti du jeu, et il y avait une double pénalité, parce qu'on le sortait du jeu, mais n'est pas joué. Ça voulait dire qu'on jouait d'une certaine manière. Donc on lui enlevait un pion, et puis on venait jouer. Je dis, on n'en est quand même pas là dans le conflit, dans le pugilat entre les détenteurs de la vérité stéréophonique et les tentatives de compréhension du monde de la multiphonie. Mais on n'en est pas venu aux mains, mais on en est venu à des espèces d'impossibilités de discussion, parce qu'au fond, le discours n'arrive pas à se placer sur un même niveau. Alors, j'ai loin de moi l'idée de pouvoir prétendre à ce que cette prise de parole aujourd'hui puisse permettre ça. Elle veut simplement essayer de faire prendre conscience qu'il serait temps, nous sommes quand même en 2017, il est 15h20, et nous sommes en 2017 et on n'a toujours pas, 70 ans après, les mots pour dire des choses qui... Ou alors on a des mots, mais qui n'ont pas tout à fait la même acception. Pensez au nombre de gens qui ont parlé du multipiste en pensant multicanal. Enfin, il y a tout comme ça. Je ne veux pas reprendre, hein, je ne veux pas pointer du doigt les choses. Hein, je ne veux pas jouer ni la morale ou quoi que ce soit, mais c'est simplement une sorte de... occupons-nous aussi de notre jardin, parce que notre jardin, c'est la composition, c'est la mise en espace du son à travers l'immersion que l'orchestre de haut-parleurs propose, et d'une certaine manière, on manque d'outils réflexifs, hein, j'entends, parce que les outils en termes techniques, les plugins, les multiples plateformes permettant d'eux, là je crois qu'il y en a pléthore, bon, il n'y a pas de problème. Mais on manque d'outils réflexifs et on manque de vocabulaire, même s'il y a eu des tentatives. Bertrand Merlier et Jean-Marc Duchesne ont fait il y a déjà quelques années un listing, sinon exhaustif, est-ce que ça peut exister l'exhaustivité, mais très très complet de tous les termes relevant de ce problème spatial, le problème spatial dans le son. C'était une tentative intéressante qui à mon avis, n'a pas été suffisamment pointée du doigt et rendue publique, ou tout au moins auprès des professionnels. Et ça pose toujours cette question du comment peut-on arriver à établir un consensus commun. Alors je sais bien que l'ère des consensus est à bannir, dans le sens où il n'y a rien de pire qu'au fond le centre, mais les extrêmes parfois sont ce serait pire. Et donc, d'une certaine manière, il faut... Non, mais je veux dire, consensus, c'est souvent une cote mal taillée. C'est ce que je veux dire. Alors, c'est vrai que l'intérêt de défendre un certain nombre de points de vue, c'est aussi argumenter avec un bagage réflexif important qui permet ensuite d'échanger. Mais échanger sur des choses qui le sont, et j'ai peur, malheureusement, que tout ce que j'ai entendu me paraît parfaitement intéressant, mais sur tout un tas de niveaux différents d'abord du même problème, et souvent ça entache la possibilité de parler ensemble. C'est au fond comme si on était dans une espèce de langue qui se réduirait à de moins en moins de mots, qui permettrait de moins en moins la précision et la finesse de la pensée. Bon, voilà, en gros. Alors, je me suis posé la question à ce moment-là de savoir quel était l'attachement que les gens alors je les appelle les gens qui ne se sentent pas mal nommés par ce substantif, mais toutes celles et tous ceux qui effectivement placent la spatialisation a posteriori du travail de composition. Et j'essayais de savoir ce qui pouvait armer leur motivation. Alors, c'est vrai que pour nous, le problème se pose de savoir quelle est la relation qu'on entretient avec le son. Il y a des gens qui, dans le studio, dans l'intériorité de leur travail de studio, qu'on peut éventuellement essayer de montrer. Ce matin, Elisabeth, par exemple, Anderson, a montré un peu des manières de faire. Mais on ne voit pas comment elle
physiquement, elle est. Est-ce qu'elle est pieds nus? Est-ce qu'elle se met un turban sur la tête? Est-ce que moi, je compose la fenêtre ouverte ou la nuit parce que c'est calme? Enfin bon. Ce que je veux dire par là, c'est que on a souvent de la difficulté à voir d'où viennent les choses. Mais on sait malgré tout que l'empreinte du corps dans la musique et l'empreinte du corps avec les machines qu'on a, ça peut être aussi un problème. Dans le sens où aujourd'hui, avec l'électronique, l'informatique, on a la possibilité de déclencher une véritable tornade en appuyant sur un bouton avec 3 mg d'appui, ça suffit largement pour... Vous voyez très bien ce dont je veux parler. Et cette relation du corps au fer, ça m'a interrogé dans le sens où quelqu'un comme Guy Rebel, par exemple, avait développé une pratique de la production musicale, l'invention même musicale, à travers la projection que le corps pouvait donner au son. Et je me suis posé la question si la volonté de garder la table de diffusion au centre du lieu dans lequel nous trouvons, donc au fond à la meilleure place, et d'emprunter à toute une gestuelle physique, c'est-à-dire un engagement physique qui fait qu'on fait vivre au son sa véritable dimension, n'était pas une relation quand même d'une sorte de volonté de ne pas transiger avec l'idée que le son doit être humain. Comme s'il y avait un reste de la dimension du... Quand j'interprète de la musique, instrumentale, j'entends, l'engagement du corps est important. Alors, essayez de vous souvenir de l'arrivée des premiers synthétiseurs, et il y avait un groupe qui s'appelait Kraftwerk, qui était un groupe allemand, et qui, lui, avait joué effectivement, qui avait déterminé que dans cet instrumentarium électronique, on avait la capacité d'un minima de présence du corps, un maxima d'effets sonores. Et donc, toute la mise en scène des 4 musiciens de Kraftwerk, je ne veux pas mettre d'image, hein, mais si vous les connaissez pas, allez chercher ça sur Internet, ça, vous verrez tout de suite de quoi je veux parler. Et c'était cette liaison inverse entre une très grande réserve et une très grande retenue du geste et une divulgation sans limite du son. Et je me demandais si cette espèce d'empreinte du corps dans la diffusion et dans l'interprétation de la musique spatialisée pendant le concert n'avait pas à voir avec ça. Et je me pose la question, est-ce qu'au fond, on ne peut pas faire le deuil de cette espèce d'empreinte que la musique instrumentale, pendant des siècles, a laissé, qu'elle soit de tradition orale ou de tradition savante, hein, peu importe. La musique instrumentale a toujours emprunté à l'emprise du corps sur la production du son. C'est une évidence. Et il me semble qu'on est encore dans un entre-deux. Et l'intérêt pour moi du passage de la spatialisation intégrée à la composition, c'est qu'on peut justement s'affranchir de cette relation-là. Puisque la composition multiphonique considère qu'on a un certain nombre de canaux à disposition. Alors évidemment, quand on parle de canaux, là on a entendu surtout, et même en termes de format de base pour l'acousmatique, dans la présentation précédente avec Daniel, on a entendu qu'il parlait de l'octophonie comme étant le format principal. Mais dont acte, que ce soit de la stéréo, même de la mono, de la stéréo ou de l'octophonie, ou du 5.1 ou du 16, ou ce que vous voulez, si l'idée que ces formats-là passent par la spatialisation pendant le concert, on est dans la situation où on garde cette dimension de l'interprète nécessaire au passage entre le temps de la composition, de la réflexion et de la réalisation de l'œuvre et le passage au public. Si c'est un art des sons fixés, là, fixé n'est pas joué, ça veut dire qu'on doit aller jusqu'au bout, tout au moins intellectuellement. C'est-à-dire essayer de considérer qu'avec un certain nombre de haut-parleurs autour de nous, un dispositif en 2D ou en 3D, 2D étant l'idée que tous les haut-parleurs sont sur un même plan d'écoute, c'est-à-dire autour du public, et 3D, c'est le dôme dont on a parlé, mais ça peut être d'autres dispositifs, en réseau ou
un réseau 3D qui peut exister aussi. Il y a de multiples exemples dans ce domaine-là, où on a effectivement, dans cette relation-là, on a vraiment affaire à une immersion. Ça, c'est ce qu'on cherche. C'est ce que cherche l'interprète de la musique, être au plus près du sens même de la musique et de la composition. On peut l'être à travers donc cette capacité que la multiphonie propose, tout en étant en dehors, à ce moment-là, au niveau du concert, et c'est ce qu'on aura ce soir avec nos deux pièces, Jean-Marc et moi, si on pouvait, on ne pourra pas pour des raisons techniques évidentes, mais si on pouvait, enfin, c'est ce qu'on fait, on supprime la présence de la table, c'est-à-dire que cette espèce de focus sur la table de diffusion, qui m'a toujours, moi, posé un problème à la fois intellectuel et un problème de présence de place, est relégué à une dimension technique dans un coin. Il faut bien faire des essais aussi, hein, bien entendu, mais de manière à ce qu'on s'affranchisse de cette dimension-là. C'est-à-dire un peu comme quand on va au cinéma. Je me souviens, il y avait un cinéma, ça remonte à quelques années, à Saint-Étienne, qui avait une très bonne programmation, plutôt art et essai, mais qui était très en retard sur l'installation des dispositifs de projection, et notamment le projecteur était un projecteur à charbon. Et pour quiconque a vécu ça, l'arc entre deux charbons, il peut se produire à partir du moment où les charbons ont une certaine relation entre eux de distance. Au-delà de cette distance, l'arc finit par faiblir jusqu'à disparaître. Et systématiquement, quand le film dépassait 1h30, on avait, de manière imperceptible, mais au bout d'un moment, on se disait, on ne voit plus rien. Alors là, c'était, on sifflait un coup, le projectionniste qui était là, mais pas dans la salle, eh ben, ah oui, et il rapprochait les charbons, et là, tout d'un coup, toute l'ambiance du visuel remontait, on pouvait voir le film correctement. C'est une anecdote, mais en même temps, c'est l'idée qu'on s'est affranchi de l'idée qu'au cinéma, il puisse y avoir quelqu'un qui soit derrière. On va au cinéma et on est dans une séance qui nous prend, on est face à un écran, on est entouré par du son, aujourd'hui au moins 5.1, voire plus. Et nous, dans la musique, on n'est toujours pas foutu. Si je dis foutu, je vais me faire taper dessus, mais on n'est pas foutu d'arriver à poser cette question. Alors, un prolongement que je souhaiterais avoir, et ça je vais le dire quand même à la fin, parce que je ne sais pas... Oui, ça va encore. Un prolongement que je souhaiterais vraiment avoir à ce colloque aujourd'hui, ce serait l'idée, et j'en parlais ce matin avec Jonathan, mais je pense qu'il faudrait vraiment arriver à le faire, ce serait vraiment l'idée d'avoir le temps et l'espace pour pouvoir proposer des exemples permis par une manière ou une autre, voir les impossibilités, et ensuite établir presque une liste des possibles à droite et à gauche, ou dans un sens et dans l'autre, de manière à ensuite pouvoir établir un choix réel. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le choix réel, il est celui de, c'est ce qu'on disait avec Annette à midi, on est capable aujourd'hui d'imposer le fait qu'on puisse être dans un conservatoire, enseigner la musique sur support, sans aucun recours, d'une aucune manière, à une sélection qui porterait sur le solfège traditionnel. Donc on a fait entendre dans nos sociétés l'idée qu'on puisse travailler le son sans connaître do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ça, c'est établi. Et j'aimerais qu'on mène la réflexion plus loin et qu'on soit capable de dire, et si l'on arrivait à se mettre d'accord sur les histoires de format, sur les histoires de nombre de canaux disponibles, sur ce qu'ils amènent réellement, ce que sont les avantages d'une valeur ou d'une autre, de manière à pouvoir ensuite établir un libre arbitre, qui tende à aller vers une plus grande efficacité. Parce que, alors, efficacité dans le sens du choix, et non pas, évidemment, efficacité dans le sens moral d'une relation sociale. Hein. C'est absolument pas dans ce sens-là que je veux en parler. Donc, quand on parlait tout à l'heure de format, sur les petits formats en 8, où on pouvait placer les canaux de telle et telle manière, bon, tout ça, c'est des choses qui sont très techniques, effectivement, mais qui sont liées à une méconnaissance. À partir du moment où on dépasse deux canaux, c'est-à-dire la stéréo qu'on a tous connu au moins au départ dans les studios, hein, puisque c'était le format habituel,
on a une sorte non pas de perte de mémoire, parce que mémoire, il y en a pas ou peu, on a une sorte de trou abyssal qui fait que on tente. Annette disait, c'était en quelle année? 74, tu as fait tes premiers essais sans aucune connaissance, sans aucune préscience de ce que ça pouvait donner. En multiphonie, voilà, c'est ça. Et j'ai l'impression... Voilà, non, mais 74. Et donc 74, et puis petit à petit. Et j'ai l'impression qu'il y a accumulation comme ça d'expériences individuelles, qui sont souvent des expériences très fortes, avec des gens qui poussent, pardonnez-moi l'expression, le bouchon très loin. Et en même temps, il n'y a pas de thésaurisation, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à accumuler les choses. Alors c'est un petit peu pour ça aussi que Jean-Marc, Jean-Jacques, qui va passer jusqu'après moi, Jean-Marc Duchesne qui passera après, et Jean-Jacques, on vient tous les trois, on est pour le moment tous les trois à Saint-Étienne en France, et on avait quand même dans l'idée de créer un centre de ressources sur la multiphonie. On essaye de placer dans le titre Polyphonie spatiale en hommage à Patrick Assion, qui était un des pionniers de la recherche sur l'écriture multiphonique. Et ce centre de ressources, il servirait à ça, c'est-à-dire arriver à pouvoir coordonner à la fois les réflexions, les expériences, et ce dont je parlais tout à l'heure, l'idée d'arriver vraiment à confronter réellement dans le temps qu'il faut pour pouvoir faire des essais, écouter une fois, puis deux fois, puis trois fois, dans telle disposition, dans telle manière d'interpréter pour ce qui serait de l'interprétation, et ensuite, non pas de noter, c'est absolument pas l'objectif, mais c'est vraiment de se confronter à cette relation entre les manières de faire des uns et les manières des autres, en quelque sorte, rendre un peu plus intelligent le geste de production aujourd'hui de l'acousmatique, qui est quand même malgré tout un art difficile à faire reconnaître, à faire entendre, même s'il a 70 ans d'existence, et qui fait qu'au fond, il y a encore tout un travail réflexif à mener, de manière à ce que les penseurs de la spatialité endogène, c'est-à-dire inscrits au moment de la réalisation de l'œuvre, soient perçus comme des gens qui construisent un devenir commun, sachant très bien que de toute façon, le nombre de pièces existantes qui sont en stéréo doivent forcément être interprétées, puisque s'ils sont en stéréo, nombre d'entre elles ne peuvent pas suffire d'une paire, puisqu'au fond, si on était conforme au format, il y aurait une paire d'enceintes sur la scène et on écouterait en stéréo, une pièce en stéréo. On pourrait vouloir être conforme au format. Et donc tout ce travail-là, il me semble que c'est très bien de l'avoir initié à travers ce colloque aujourd'hui entamé, mais j'appelle de tous mes voeux les disponibilités et les volontés des uns et des autres à mettre en œuvre ce travail de réflexion et ce travail d'enrichissement, on va dire, et de mise en lien des pratiques qui ne sont pas forcément antagonistes. Annette avait rajouté au texte de présentation que j'avais fait sur le colloque, penser l'espace, qu'il ne devait pas y avoir d'impossibilité foncière, ontologique entre les formats. Absolument, il n'y a pas quel que soit le format, de toute façon, on peut bien prendre une pièce en 16 et vouloir la spatialiser en concert. Et puis, on peut vouloir dire aussi, il y a un certain nombre de canaux qui me sont disponibles. Moi, par exemple, pour le concert de ce soir, enfin, j'en parle avant qu'on l'ait entendu, mais pour le concert de ce soir, j'en ai utilisé 34. Bon, ben, j'ai pris les 34 canaux qui me paraissaient les plus intéressants et j'ai fait une œuvre en 34 canaux. Alors après, le problème va se poser de, si je veux la jouer ailleurs, il va falloir trouver 34 canaux ou alors essayer d'en faire une réduction qui permettra quand même d'avoir une présence de la pièce qui s'approche de l'optimum de 34. Et c'est le cas de figure pour tout un tas de gens qui travaillent en multiphonie et qui ont besoin de ce travail de réduction. Donc il y a un travail énorme à faire sur la manière
Alors les outils, je l'ai dit, il n'y a pas de problème pour les outils. Mais la manière, alors un outil de plus va être présenté tout à l'heure par Jean-Jacques, mais la manière dont on procède et la manière dont on instruit nos gestes me paraît absolument indispensable. Donc voilà, j'ai pris le temps, je vous ai raccourci tout ce que je vous ai pas dit plein de choses, mais je pense qu'on aura le temps de se voir d'autres fois et de se le dire. En tout cas, merci à vous.